Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, Alan Stewart Königsberg est un réalisateur, scénariste, acteur et humoriste né en 1935 à New York. Il a obtenu notamment 4 Oscars et c'est l'un des cinéastes états-uniens les plus connus et les plus prolifiques de ces 40 dernières années. Dans ses comédies de mœurs, souvent sur fond psychanalytique, il se met lui-même en scène, incarnant souvent la caricature de l'intellectuel juif new-yorkais en proie à des affres tragicomiques. J'ai oublié de dire en passant qu'il est connu sous le nom de Woody Allen, auquel Laurent Dandrieux a consacré un livre intitulé Woody Allen, portrait d'un anti-moderne, paru à fin 2012 aux éditions CNRS. Mathieu Bocoté a lu le livre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Écoutez, votre texte m'a un peu étonné parce que je me disais, Woody Allen et Mathieu Bocoté, ça va pas ensemble. Et je soupçonne que ce qui vous a piqué, c'est le titre Portrait d'un anti-moderne. Et c'est ça qui vous a piqué. Mais bien évidemment. Faut dire, je suis un amateur, non pas, j'aimerais dire éclairé, mais c'est à d'autres de le dire. À tout le moins, un admirateur de l'œuvre de Woody Allen depuis plusieurs années. Et oui, j'ai toujours trouvé que c'est une œuvre de grand génie. Ça m'étonne. Et quoi qu'il en soit, je suis tombé sur ce petit livre de Laurent Dandrieux, qui m'a... Bon, le titre, effectivement, m'a intrigué. Portrait d'un anti-moderne, c'était pas ainsi que je comprenais l'œuvre de Woody Allen. J'avais plutôt l'impression, effectivement, d'y voir l'expression achevée de cette modernité délivrée de tous les repères, qui a intériorisé toutes les formes possibles de l'angoisse d'un individu dépris finalement de tous les cadres sociaux traditionnels, jeté dans le vide et pris dans une espèce de perpétuel questionnement. Et la figure de l'intellectuel new-yorkais tel que représentée par Woody Allen dans ses films serait la forme achevée de ça. Bon, Dandrieux nous dit, il y a une portée philosophique, une charge philosophique dans l'œuvre de Woody Allen, ce que personne ne contestera par ailleurs, mais il y voit une charge philosophique anti-moderne, dit-il. C'est-à-dire, c'est curieux, ça, à travers l'œuvre de Woody Allen, il y aurait le portrait du caractère falsifié, dénaturé du côté le terrible artifice moderne. Et à travers l'œuvre de Woody Allen, il serait possible finalement, par la médiation du rire, par la médiation de la caricature, de voir la modernité telle qu'elle est, c'est-à-dire un monde grinçant, sans vraiment de sens, et dans lequel on ne peut vivre qu'en s'en moquant. Autrement dit, Woody Allen est un fidèle miroir des travers de la modernité. Oui, et plus encore un philosophe, j'y reviens, c'est-à-dire certainement pas un philosophe au sens qui écrit des traités, mais il y a une charge philosophique à la manière d'un moraliste, et ça, il y a du vrai là-dedans. On a toujours pu, à tout le moins quand on connaît un peu l'œuvre de Woody Allen, on a l'impression d'être devant un authentique moraliste. Un moraliste qui utilise du comique, un moraliste qui fait rire, mais qui fait surtout rire en grinçant des dents. Et alors là, on a cette idée d'un Woody Allen moraliste et moraliste anti-moderne. Alors, à partir de là, est-ce que Dandrieux pousse sa thèse trop loin? Peut-être, je dirais même probablement, ce qui ne veut pas dire que dans ce livre passionnant, donc qui est consacré à l'œuvre de Woody Allen, d'abord, c'est un long commentaire, une analyse de l'œuvre de Woody Allen, et ensuite un commentaire sur chacun de ses films. Alors, il y a une pléthore de films, en fait. C'est le moins qu'on peut se dire, et je connais très peu de gens qui les ont vus au complet de A à Z, mais je connais plusieurs personnes, cela dit, qui sont des existences, et d'un film à l'autre, évidemment, il y en a des meilleurs, il y en a de moins bons, mais il y a quand même ce côté le caractère loufoque de l'existence. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous parlez de moralisme, de moraliste, en fait. Il y a votre Dandrieux, là, il s'appelle Dandrieux? Oui, Dandrieux, Laurent Dandrieux, qui donne une entrevue au Les Zèbres. C'est un magazine, sur Internet. Et il parle de Philippe Muret, le moraliste qui est mort très tôt, à 50 ans, il y a quelques années. Philippe Muret écrivait que la modernité n'est rien d'autre qu'un interminable discours élogieux que l'époque tient sur elle-même. Évidemment, donc elle tient sur elle-même. Et Woody Allen se glisse là-dedans pour dire oui, et voilà qui vous êtes. Oui, à travers, par exemple, le rôle de la psychanalyse. C'est-à-dire la psychanalyse, c'est très drôle. L'œuvre de Woody Allen, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le remarquable prétexte qu'ont pu prendre des gens aujourd'hui pour parler d'eux sans arrêt, en donnant l'impression qu'il y a une finalement, en permettant de confondre le vide et la profondeur. C'est-à-dire, on va si loin en profondeur qu'on découvre qu'il y a le vide seulement. Bon, alors il y a ce génie chez la figure de la psychanalyse chez Woody Allen. Il y a aussi, évidemment, le rapport trouble à la sexualité, partout présent à travers son œuvre. Mais plus encore, peut-être, il y a, et ça on peut le voir peut-être dans ses derniers films aussi,
un portrait de la terrible vanité et vacuité tout à la fois des modernes. Par exemple, vous rencontrerez Un bel et grand inconnu, un de ses derniers films, je ne crois pas que c'est le dernier, mais un de ses derniers films, qui nous fait un portrait absolument renversant. D'un côté, d'un homme désespéré qui arrive à la fin de ses jours et qui veut retrouver la vigueur sexuelle de ses jeunes années. Et de l'autre côté, donc, réponse à la crise moderne, c'est le retour dans l'adolescence. C'est le retour dans d'un désir actif, ce désir absolu. Et ça tourne au ridicule, bien évidemment. Il se fait escroquer par une espèce de call girl qui se fait passer pour son épouse. Et de l'autre côté, l'ex-épouse de ce monsieur qui devient, quant à elle, qui se réfugie dans le spiritisme, dans la pensée mystique et qui se convainc qu'elle est une ancienne, je donne je caricature, mais c'est une réincarnation de Cléopâtre, de Jeanne d'Arc, et dans une autre vie. À la fois. Oui, dans une autre vie, j'étais probablement une reine Maya. Est-ce qu'il cite aussi l'exemple de Léopold dans la comédie d'une nuit d'été, comédie érotique d'une nuit d'été, l'intello imbu de lui-même, est creux comme tout et vaniteux et... Ah ben c'est un personnage assez récurrent quand même dans son œuvre. Hein. Je crois que c'est une réplique dans Manhattan quand une femme dit commentant je ne sais quel peintre, elle dit vous savez nous on vient de Chicago, on vient de Philadelphie, on n'a pas de tel goût. Donc une espèce de snobisme insensé qui traîne dans la conversation et ainsi de suite. Donc c'est le portrait finalement. On pourrait dire si on veut multiplier les termes, Woody Allen philosophe, Woody Allen moraliste, Woody Allen sociologue. Est-ce que vous rattacheriez aux mœurs intellectuelles du petit milieu intellectuel new-yorkais qui se prend quelquefois lui-même pour le point d'achèvement de la vie intellectuelle dans la modernité? Mathieu Bocoté, est-ce que vous rattacheriez Woody Allen en fait aux moralistes français du XVIIe et XVIIIe siècle? Par la Chamfort, la Bruyère, la Rochefoucauld. C'est quand je pensais aux moralistes tantôt, c'est à ça que je pensais. Et c'est une tradition, celle des moralistes français, qui s'est un peu perdue au XXe siècle, hein, avec la germanisation de la pensée française et avec sa marxisation. Les Français ont quitté leur propre tradition philosophique pour finalement chercher à faire du sous Heidegger ou du sous Marx. Et Philippe Muret, justement, dont on parlait auparavant, est une résurgence de cette tradition des moralistes. Et plusieurs, notamment en France, propose quelquefois cette espèce de point de rencontre intellectuelle, davantage que physique bien évidemment, entre l'œuvre de Murray et l'œuvre de Woody Allen, parce qu'il révélerait les deux le toc du moderne. Le toc. C'est-à-dire le faux, le chiquet. Le faux brillant du moderne. Et on en revient à partir de là, surtout dans le Woody Allen très contemporain. Hein, c'est-à-dire il y a différentes phases dans l'œuvre de Woody Allen. Oui. Il y a le côté Buster Keaton qui est très présent dans le début de sa carrière. Tout à fait. Il y a le tournant bien connu autour de Annie Hall et ensuite de Manhattan et tout ça, qui sont des films absolument remarquables d'une profondeur existentielle bouleversante, mais où la comédie est encore présente pour faire le portrait justement de ce toc, de ce faux vernis du monde moderne qui nous promet la grande liberté alors que c'est une glose infinie sur les petits problèmes de l'homme. Et peut-être dans le Woody Allen plus contemporain, c'est le croisement de ses influences, avec une certaine légèreté quelquefois, comme on le voit dans Midnight in Paris, et au même moment, pourtant, une grande profondeur philosophique, comme on le voit dans son beau film dont je parlais tantôt, vous rencontrerez un bel et grand inconnu. Je sais pas le titre exact. Oui, mais je me souviens de ça. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de voir à travers ça, c'est finalement les différents degrés de lecture d'une œuvre. Dandrieux nous convainc d'une chose, même si sa thèse définitive ne nous convainc pas nécessairement. Allen anti-moderne, je n'en sais rien, mais il nous rappelle qu'une œuvre philosophique véritable peut porter aujourd'hui un authentique propos philosophique. Mais j'imagine, Mathieu Bocoté, que quelqu'un dise à Woody Allen, voilà, on a écrit ce livre sur vous. D'ailleurs, il y a peu de gens qui ont écrit des bouquins aussi philosophiques. En général, c'est des cinéastes qui sont plus formalistes, etc., qui sur le cinématographisme de machin chose. Mais si on disait à Woody Allen, c'est philosophique, c'est moraliste, etc., comme votre œuvre, il vous rirait au nez, non? Ça, c'est ce que je me suis demandé. C'est-à-dire, je me suis demandé, Woody Allen rencontrant Laurent Dandrieux, est-ce qu'il lui dirait, je crois que vous m'avez mal compris? Oui. Mais où dirait-il, il répondrait par une boutade. M'a-t-il absolument compris, mais ne le répétait à personne surtout? Et ça me faisait penser... Sauf à votre voisin, votre femme, vos enfants, etc. Ça me fait penser à cette phrase merveilleuse de Nietzsche qui dit, la véritable crainte du grand philosophe n'est pas de n'être pas compris, mais d'être compris. C'est-à-dire, le jour où on le comprend, il y a deux possibilités. Soit tout ce qu'il a cherché à dissimuler dans ses thèses est découvert, et là on peut penser découvrir c'est une pensée radicale, odieuse, quelquefois terrible. Ou vide. Ou alors une pensée vide infiniment plus simple qu'on ne le croyait. Tout cela ne tenait finalement que dans quelques phrases. Heidegger, vous mentionnez Heidegger, le grand philosophe existentialiste allemand, qui était le professeur de Hannah Arendt dans les années 30. Il
paraît que sa pensée se résume à de la poésie. C'est très évocateur, en fait. On essaie de le formaliser, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement... c'est des envolées, oui, pour avoir lu Heidegger au temps de mon baccalauréat en philosophie, j'ai eu l'impression de le comprendre quand on me l'expliquait. Et chaque fois que je me plongeais dans son texte, espérant découvrir le sens par moi-même, j'étais plus perplexe. Et je me disais chaque fois, c'est moi qui ne comprends pas. Donc je le dis encore aujourd'hui, c'était un être très certainement d'une profondeur philosophique incroyable, mais finalement, je m'y suis dérobé, elle s'est dérobée à bois son œuvre. Mais je reviens à Woody Allen parce qu'il y a quelque chose d'assez fondamental dans le livre de Dandrieux. Il nous dit finalement l'époque, et ça je crois que c'est la part, le véritable acquis de son livre. L'époque ne peut être vécue qu'à condition de ne pas y adhérer pleinement. Nous ne pouvons pour n'importe quelle époque ou juste celle-ci actuelle? Cette époque à tout le moins. Pour les autres, je n'en sais rien, je n'y étais pas. Donc il faut la vivre, mais en étant en décalage? Avec un recul. Devant cette époque qui a une capacité incroyable de s'auto-célébrer, de s'auto-congratuler, devant cette époque qui nous dit rien de plus beau n'est jamais arrivé, devant cette époque qui a une dimension religieuse parce qu'il y a une révélation dans notre époque. Le Moyen-Âge a fait la même chose de lui-même, la Renaissance a fait la même chose d'elle-même, le début du 20e siècle. Oui, mais il y a un degré de satisfaction tel chez les modernes, l'impression que nous sommes au point, la fin de l'histoire. Plus qu'avant, vous pensez? Je crois qu'il y a une originalité de la modernité qui consiste à croire que l'être humain s'est définitivement émancipé de tout. Une espèce de regard, au moins peut-on trouver par exemple, à la Renaissance, on a un regard, on se tourne vers le monde antique et on se dit, il y a au moins vers l'Antiquité, on trouve dans le passé des ressources en idéaux pour féconder le monde. Le monde moderne, enfin l'hypermodernité, le post-humanisme. Oui, on connaît tous ces termes qui cherchent à désigner finalement le contemporain. Nous disent, il est interdit de douter. Sachez qu'avant c'était horrible et qu'en ce moment c'est merveilleux et normalement ça va aller encore mieux demain. Alors, Woody Allen, son œuvre nous dit finalement, à tout le moins c'est ce qu'on comprend de Dandrieux, cette époque n'est vivable qu'à condition qu'on ne prenne pas au sérieux ce qu'elle dit d'elle-même. Et c'est peut-être là le décapant philosophique remarquable de Woody Allen, c'est-à-dire il nous convainc effectivement que tout ce que cette époque est sa propre authenticité, cette espèce de quête permanente d'un sens à des vies individuelles délivrées de tout rapport à la tradition. On voit dans le rapport à la tradition juive chez Woody Allen. Finalement, on trouve dans l'œuvre de Woody Allen une clé de lecture probablement pour bien la comprendre, c'est cette époque ne mérite pas qu'on la prenne tant que ça au sérieux. Voilà peut-être pourquoi la comédie et le comique, c'est une bonne manière d'y vivre. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu Bocoté, que cette époque serait en quelque sorte bouffonne et que Woody Allen Oui. Donc on est à un deuxième ou troisième degré du vide, si encore une fois, je reviens de Dandrieux et rappelant que je ne suis pas en ces matières, je ne suis pas je ne suis qu'un admirateur de l'œuvre, c'est-à-dire je n'ai pas et quelques films à plusieurs reprises, et avec certaines préférences pour certains films, ennui pour d'autres. Il y a quand même cette idée capante, c'est-à-dire, je crois que sa formule est incroyable. Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même je ne vais pas plomber le week-end. Non seulement il n'y a pas d'au-delà, idée déprimante, surtout si on a pris la peine de se raser auparavant. Alors, mais il y a donc cette espèce toujours mettre un écart finalement. C'est très juif ça, en fait. Très Woody Allenien, c'est-à-dire on ne retrouvera pas chez lui, sauf sous la figure du ridicule, le croisé. On ne rencontrera pas chez lui la figure de l'attachement à la tradition, sauf de manière obstinée. Ça, c'est toujours une mère obstinée, une marâtre insupportable. Donc lui-même, et pourtant il y a une forme de sympathie, de tendresse pour ça. Et on voit aussi, par ailleurs, un amoralisme, donc assez facile. Immoral. Une forme de jugement, quelquefois, sur le Crémédélie, un film assez remarquable où le personnage de Martin Landau, qui justement joue avec la tradition juive sans exactement savoir sa maîtresse sentir très bien. Le personnage bon, le rabbin, perd la vue et finalement les plus sournois finissent par s'en tirer et quelquefois les plus généreux, accrochés aux réalités immenses, transcendantes, sont vaincus dans ce monde. Alors, encore une fois, il y a une espèce de cynisme qui nous met à l'abri de la moraline. Il y a quelque chose qui me dérange quand même chez Woody Allen, et j'en ai vu pas mal, Mathieu, c'est que tout cela, est-ce que ça débouche sur une métaphysique? Est-ce que ça débouche sur une rédemption, sur une lueur, sur un espoir? Ou c'est toujours... À un moment donné, on dirait que ça tourne en rond et que c'est toujours la facilité, la formule. C'est drôle, c'est de l'esprit à rebours, si vous voulez, qui finit tout le temps en eau de boudin ou en queue de poisson. J'ai jamais eu l'impression, sauf dans un film comme Interiors, par exemple, qui a une certaine profondeur, même profondeur certaine, j'ai jamais vu, ou rarement,
une figure de la rédemption chez Woody Allen. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est une figure assez critique, justement, de ces différentes pensées rédemptrices. On n'est pas devant un cinéaste politique. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je parle pas de politique, là, non. Mais évidemment, comme vous le savez, je suis souvent le sacré dans la politique dans notre monde. Ça paraît assez évident, tout le moins, si je me fie encore une fois d'Andrieux. Mais il a de la difficulté à le prendre au sérieux. Exactement, voilà. Bon, oui, ce qui met son sérieux. Moins, il le repère. Mais ce que vous appelez complaisance dans le désespoir, c'est plutôt, je crois, le refus de se jeter en citant Shakespeare. C'est Macbeth, c'est la citation de Macbeth. Alors, sachant cela, eh bien, à moins d'avoir la posture d'un Sioran et de réfléchir sans arrêt à la question du suicide, que sachant, nous sommes devenu philosophe français, syllogisme de l'amertume, oui, absolument. D'ailleurs, chez Sioran, c'est la même chose, et chez Woody Allen, vous faites bien de faire un parallèle. J'ai l'impression qu'encore une fois, ça fait extrêmement chic de prendre ces pauses-là. Regardez comme on est lucide, on rit, etc. J'ai l'impression que c'est du rythme. Cette idée dont on a perdu un peu la trace depuis qu'on croit que tous les hommes sont absolument pareils, il y a une différence de tempérament dans ce monde. Il y a une diversité de tempéraments, de caractères. Et il y a le caractère du guerrier. Il y a le caractère du prêtre, il y a le caractère du marchand. Vous me citez du Georges Dumézil, la tripartition des oui, mais j'en poussais plus loin. Je poussais ça plus loin parce que lui, c'était des fonctions sociales. Moi, je poussais au niveau des caractères. Il y a des caractères aussi du comique et du fou du roi et du bouffon. Et il faut accepter l'idée que ces différents caractères produisent des pensées différentes. Et que si par exemple, par tempérament, on peut se croire plus prêtre ou clerc, pour le dire ainsi, ou intellectuel, ou plus guerrier, ou quoi que ce soit, et qu'on ne par fidélité à ce que nous sommes et aux idéaux qu'on embrasse, on ne va pas faire de compromis là-dessus. Il faut accepter que l'espèce humaine se donne en plusieurs visages et que chacun de ces caractères, de ces tempéraments apporte une compréhension particulière du genre humain. Et c'est probablement quelque chose qui serait intéressant de faire. D'ailleurs, les biographes de talent le font. Connecter la pensée d'un homme à son tempérament. Ça, quand je pense à Chesterton, par exemple, comment cet homme qui aimait les Flavies, de la même manière, comment quelquefois des esprits froids, un peu à la Lénine, quelquefois un esprit froid, clanique, assassin, comment ne pouvait-il pas avoir cette pensée d'acier qui enfonce une lame dans la vie des hommes? Donc, et vous êtes du côté Lénine ou côté Chesterton? Oh, je préfère Chesterton. Moi, je vous dis d'ailleurs, le christianisme est une philosophie qui, parce qu'il fonctionne sur l'émerveillement devant l'être et devant l'existence, c'est une philosophie qui rend heureux. J'ignore si c'est vrai, mais je me dis qu'il y a quelque chose de charmant là-dedans. Et Woody Allen, il est juif, il prend du bacon ou pas? Ah, ça, je ne crois pas. Mais je ne crois pas qu'il respecte tant d'interdits que ça. Mais j'en reviens à ce point central. Le rapport entre un caractère et une pensée, c'est probablement un champ d'étude assez intéressant pour des gens qui chercheraient à comprendre justement les motivations premières, psychanalyse, là. Oui, il y a probablement. La psychanalyse part d'une intuition. C'est juste, le problème, c'est l'industrie psychanalytique qui vient ensuite. Comme toute industrie. Oui. Mais donc, on en revient, retournons au point de départ là-dessus. Nous sommes devant l'œuvre, sinon d'un philosophe, à tout le moins d'un moraliste, avec des pointes sociologiques à l'occasion. Nous sommes devant un auteur dont l'œuvre mérite d'être traversée, mais de vivre dans le monde dans lequel nous sommes sans le prendre au sérieux. De ce point de vue, c'est une œuvre inestimable. Donc, Laurent Dandrieux, auteur du livre Woody Allen, Portrait d'un anti-moderne, paru aux éditions CNRS à la fin 2012. On lui sent d'ailleurs, y a-t-il une vie avant la mort? Et pourriez-vous me passer le numéro de téléphone de Scarlett Johansson? Ce qui est une réponse très alénienne d'ailleurs. Et là-dessus, on termine le Midi Actualité. Merci beaucoup à Daniel Fortin à la mise en onde.